plaisir de vous retrouver sur ce plateau d'information. Fidèles téléspectateurs de Chérif la Télévision, bonsoir et bienvenue. Les forces vives de la nation appellent à la mobilisation citoyenne pour les 5 ans du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à travers un meeting prévu ce dimanche 7 juin 2026 au Palais des Sports de Bamako à partir de 13h. À cet effet, les organisateurs ont initié un point de presse ce samedi au Carrefour des Jeunes. Le reportage signé Al-Amidou Badini Abdoulaye Sokodogo. Le 7 juin 2021, au Centre international de conférences de Bamako, le général d'armée Assimi Goïta prêtait serment comme président de la transition du Mali, chef de l'État. C'est pour célébrer ces 5 années d'engagement, de gouvernance et de réforme des autorités de la transition que les forces vives de la nation organisent ce dimanche au Palais des Sports de Bamako un grand meeting de soutien. Nous lançons un appel à toute la population malienne pour la célébration des 5 ans du général d'armée Assimi Goïta. C'est pour lui rendre hommage de tout ce qu'il a fait durant ces 5 ans, dans les difficultés, dans les problèmes, mais il a toujours mis les plis au cœur de ses actions, surtout la couche juvénile. Et nous, en tant que les organisations de la société civile, la couche juvénile, nous nous sommes dit aujourd'hui, demain, nous allons célébrer le général d'armée Assimi Goïta d'avoir placé cette transition sous l'insigne de la jeunesse. Et c'est un moment de partage d'informations. Et durant les 5 ans, les actions qui ont été menées, les grandes actions, il y aura des films qui vont passer. C'est pour dire encore que nous réitérons notre soutien et notre engagement à nos plus hautes autorités, et c'est précisément le général d'armée Assimi Goïta. 5 années dans l'exercice du pouvoir, l'heure est aussi au bilan. À travers les interventions, témoignages et messages de reconnaissance, les organisateurs ont salué les efforts consentis dans les domaines de la sécurité, de la souveraineté et des réformes institutionnelles, tout en appelant à l'unité et à la poursuite de la dynamique de stabilisation du Mali. Lundi 7 juin 2021 et dimanche 7 juin 2026, le général d'armée Assimi Goïta aura 5 ans à la tête de la République du Mali. 5 ans de leadership, 5 ans d'imposition du respect du peuple malien et la dignité des Maliens. Et 5 ans du refus de la soumission. Depuis la cérémonie de prestation de serment, il a renoncé aux 2 tiers de ses fonds de souveraineté pour les œuvres sociales. Ces œuvres sociales touchent toutes les couches sociales du Mali. On a à peu près 600 fourrages réalisés, des appareils de dialyse dans des structures sanitaires. Aujourd'hui, la transformation des centres de référence aux hôpitaux de référence. Également, l'adoption de la nouvelle constitution du 22 juillet, l'adoption du code minier et son contenu local, et surtout l'inscription dans la constitution de 3 principes. Donc ça c'est très important, l'équipement, le renforcement et le recrutement des forces armées maliennes et la création de l'Alliance des États du Sahel avec tous ces bilans réels. Donc c'est pour vous dire que nous lançons cet appel compte tenu du résultat satisfaisant. Donc nous invitons massivement les forces vives du Mali à répondre à ce grand rendez-vous historique. Ce point de presse en prélude au grand meeting du dimanche a mobilisé de nombreux participants venus témoigner leur soutien au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour les actions engagées dans la refondation du pays. Au cours de la rencontre, les participants ont entonné l'hymne national du Mali en chœur, suivi de l'observation d'une minute de silence en hommage à nos victimes civiles et militaires. Le Forum panafricain des médias qui a débuté le 3 juin 2026 ferme ses portes ce samedi 6 juin 2026 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. La thématique abordée lors de la dernière journée porte sur les enjeux des médias en Afrique, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Le point avec Sadio Sidibé et Samba Traoré. Le FOPAM, Forum panafricain des médias, réunit des journalistes,
responsables des médias, chercheurs, universitaires et décideurs africains afin de réfléchir aux défis du secteur. Il s'agira notamment de débattre des avantages et des inconvénients liés aux médias, aux réseaux sociaux et à l'intelligence artificielle. Il se veut aussi un cadre pour aplanir les défis de la désinformation et promouvoir la coopération entre les acteurs africains. Il s'agira de montrer les opportunités de l'intelligence artificielle pour les journalistes africains, notamment ceux du Sahel, quel usage ils peuvent en faire, quelles sont les limites, quelles peuvent être les vulnérabilités et quelles peuvent être aussi les conséquences de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour un journaliste africain. L'intelligence artificielle donne beaucoup de facilités. Elle peut par exemple traduire une interview écrite en son et vice-versa. Elle peut permettre aux journalistes de résumer de grands documents. Elle peut permettre aux journalistes de vérifier des sources. Elle peut permettre aux journalistes de gagner en temps et même en argent. Au programme de la dernière journée de ce forum, on y trouve des panels dont l'objectif est de permettre aux journalistes de mieux maîtriser les nouveaux outils numériques, l'intelligence artificielle et les techniques de vérification de l'information. Définir les réseaux sociaux, ce sont des nouvelles technologies qui sont là pour nous permettre de communiquer au mieux, que ce soit interpersonnellement ou même c'est devenu un moyen aussi pour les entreprises, les organisations, notamment les organes de presse pour communiquer l'information entre autres. Et ce thème aujourd'hui, je pense que c'est un thème qui est opportun et nécessaire dans le cadre de ce forum-là parce qu'on voit une mutation de la presse traditionnelle vers le numérique et c'est très important qu'on puisse avoir des notions, des bases, des actions, entre autres, qu'on pourrait, notamment que ce soit les organes de presse, les patrons de presse et les journalistes, mettre en place pour pouvoir mieux gérer nos organes à travers ces outils-là au fait. Les forums favorisent également les échanges d'expériences entre professionnels de différents pays africains et permet de développer des partenariats entre médias du continent. L'objectif recherché, c'est d'unir les voix et renforcer les médias, surtout en Afrique, afin que les médias africains puissent se rencontrer, se parler, connaître et voir aussi comment est-ce qu'ils peuvent collaborer pour donner à l'Afrique un récit africain. Donc c'est ça l'objectif de ce forum. Et moi je trouve que c'est une très bonne initiative parce que ça nous a permis, ces quelques jours de travaux nous a permis en réalité de connaître qu'est-ce qui manque à la presse africaine et qu'est-ce qu'il faut aussi améliorer pour qu'en réalité l'Afrique aussi puisse compter sur sa presse, sur le journalisme en Afrique. L'un des objectifs affichés est de permettre aux Africains de raconter eux-mêmes les réalités et leurs priorités en renforçant la souveraineté informationnelle du continent. L'intérêt de l'intelligence artificielle, ça vient déjà en Afrique, il faut le dire, il n'y a pas l'éducation numérique, ce qui fait que les gens ne savent pas quelquefois qu'est-ce qu'on peut faire de bien, je précise bien, avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas seulement créer des fake news ou seulement faire des bad buzz, non. L'intelligence artificielle, je le dis tout le temps, c'est un outil de travail qui peut permettre aux journalistes d'aller plus rapidement, plus vite, comme les réseaux sociaux. Maintenant, avec l'IA, je dirais que c'est un outil de travail qui permet aux journalistes d'aller plus vite, plus rapidement, avec des bases. Et ça aide plus les journalistes qui ont des fondations déjà solides en termes de tout ce qui est journalisme, tout et tout. Le forum offre un cadre pour discuter des modèles économiques, de la rentabilité des entreprises de presse et de leur adaptation aux nouvelles technologies. L'IA peut remplacer certains postes. Si un journaliste n'a pas suffisamment de moyens de payer un rédacteur en chef, il y a des intelligences artificielles qui peuvent corriger les articles pour lui. Si le journaliste n'a pas assez de moyens pour payer une présentatrice, il peut utiliser une IA qui va présenter l'émission. Donc voici entre autres les avantages de l'IA. Maintenant les autres inconvénients est que l'IA produit aussi beaucoup de fausses informations. Et les données stockées par les IA, les serveurs ne sont pas dans nos pays. Donc ça peut poser la problématique du stockage des données. Et le journaliste peut voir ces données ne pas être contrôlées par lui-même ou son pays. Et l'autre inconvénient aussi est que
Aujourd'hui au Mali, il n'y a pas d'IA qui parle nos langues. C'est vrai, il y a des idées qui émergent. Donc ce qui fait que toutes les informations qui sont sur les intelligences artificielles sont des informations produites par les pays européens et américains et chinois. Parce que c'est des IA qui parlent soit français, anglais, chinois. Donc ça peut être entre autres les difficultés auxquelles le journaliste peut être confronté. Notons que ce forum, qui est à sa toute première édition, a été organisé par la Maison de la Presse de Bamako. Une vingtaine de pays africains ont pris part, dont l'invité d'honneur, le Maroc. Zoom sur un sujet qui fait débat au sein de familles. Au Mali, dès l'annonce d'une cérémonie de mariage ou de baptême, les femmes commencent à se faire des soucis immédiatement quant aux habits à porter. La problématique des uniformes de mariage, baptême et autres événementiels est de plus en plus inquiétante dans nos foyers et même au sein de notre société. Les Maliens se prononcent sur le sujet. Le reportage de Korotoumou Diabaté et Samba Traoré. Les uniformes pour les événements au Mali, plus particulièrement à Bamako, sont devenus de nos jours une exigence pour les femmes, sans oublier les frais de contribution connus sous l'appellation Bolomafara. C'est pourquoi, dès l'annonce de la date d'une cérémonie de mariage ou de baptême, c'est une joie pour les uns et une préoccupation pour les autres. Il faut faire des choses selon tes moyens. Je pense que c'est la meilleure des choses. Sinon, maintenant, il y a des Getzner 10 000 francs. Souvent, il y a même 1 000 francs. Il y a 2 000 francs, il y a 5 000 francs. Donc, les moyens que tu as, habite-toi selon tes moyens. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Ça amène beaucoup de cohésion sociale entre les parents, les amis. Mais il y a certaines choses aussi, il y a un défaut dedans. Voilà, ce que moi je peux dire. Il faut que les gens cessent de forcer les choses. Il ne faut jamais faire quelque chose dont tu n'as pas les moyens, ça amène beaucoup de choses entre toi et ton mari, surtout même dans la société d'aujourd'hui. Souvent, ça fait du bien quand il s'agit de nos communautés. Mais souvent, il y a certains inconvénients, comme si de chercher de l'argent autrement, quoi. Parce que les femmes sont obligées de frapper certaines portes là où on ne devrait pas le frapper en tant que femme mariée. Nos conditions de vie aussi, souvent, ça ne nous permet pas aussi d'acheter beaucoup d'uniformes, quoi. Parce que souvent, tu vas obliger à une personne de porter des uniformes concernant sur les mariages, en disant que, ah, mon ami, toi, tu as porté 3 uniformes. Moi, j'ai porté 3 uniformes dans ton mariage. Souvent, ton mariage, ça pourrait me trouver que je n'ai pas d'argent, quoi. Souvent, je suis obligée de faire autre chose. Je suis obligée de forcer mon propre mari pour lui forcer de me chercher l'argent. Si mon mari dit qu'il n'y a pas d'argent, bon, toi, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'aller faire des bêtises, de commettre certains vols aussi pour le faire. Il y a certaines femmes même qui sont passées sur l'adultère à cause des uniformes. Vraiment, moi, je lance un message à la société, vraiment, de diminuer les uniformes, vraiment. Un seul uniforme, ça suffit, mais 2, 3, vraiment, c'est un peu exagéré quand même. Cependant, le phénomène des uniformes n'épargne pas les hommes. Bon nombre de jeunes hommes portent les uniformes et l'appellation toute trouvée avec l'uniforme enfilé est garçon d'honneur en guise de soutien au nouveau mari. Au dire de certains religieux, l'uniforme n'est pas interdite. Tout dépend des moyens et de la manière. Ainsi, ces tenues prisées sont censées amener la cohésion et renforcer le lien entre les femmes, mais ne doit aucunement être source de conflit dans le foyer. Auparavant, les uniformes étaient faits pour créer l'harmonie et éviter les accoutrements extravagants, pouvant amener certaines de s'exposer à la tentation. Mais de nos jours, il faut impérativement réduire le nombre d'uniformes dans nos événements et revoir le coût avant de la choisir. Place à présent à l'actualité internationale commentée par Moussa Famba. Au moins 1094 Nigérians ont demandé à rentrer volontairement de l'Afrique du Sud après une série d'incidents à caractère xénophobe, ont annoncé ce vendredi les autorités nigérianes, selon le porte-parole du ministère nigérian des Affaires étrangères, Kimiebi Ebienfa. Un processus conjoint de vérification mené par les autorités nigérianes et sud-africaines est en cours afin de déterminer les personnes éligibles au rapatriement.
Les contrôles auxquels participent également les services sud-africains de l'immigration et de la police doivent permettre de fixer le nombre définitif de bénéficiaires ainsi que les modalités des vols de retour. Pretoria a accepté de renoncer aux sanctions administratives liées à certaines infractions migratoires, notamment le dépassement de visa. Les personnes faisant l'objet de poursuites pénales ne pourront toutefois pas bénéficier du programme. Le nombre de candidats au retour est passé de 130 à plus de 1000 en quelques jours, dans un contexte de recrudescence des tensions visant les étrangers en Afrique du Sud. Abuja a condamné les violences visant ses ressortissants, évoquant notamment la mort de 2 Nigérians qui auraient été agressés par des agents de sécurité sud-africains. Cette opération intervient après le rapatriement récent de centaines de ressortissants ghanéens à la suite de manifestations et d'actes de violence dirigés contre des étrangers. L'Afrique du Sud, première économie industrialisée du continent, accueille depuis longtemps une importante population migrante régionale. Mais la persistance d'un chômage supérieur à 30% alimente régulièrement des mouvements hostiles aux immigrés. Selon les données officielles, plus de 3 millions d'étrangers vivent dans le pays, soit environ 5% de la population, dont près des 2 tiers sont originaires de pays de la communauté de développement d'Afrique australe SADC. Le gouvernement sud-africain affirme renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière, tout en appelant la population à ne pas se faire justice elle-même. Neuf des 15 migrants expulsés des États-Unis vers la République démocratique du Congo en avril ont regagné leur pays d'origine, a annoncé ce vendredi le gouvernement congolais. Dans un communiqué, les autorités congolaises ont indiqué que plus de la moitié des migrants accueillis dans le cadre d'un accord conclu avec Washington étaient déjà répartis et que les autres devraient quitter le pays prochainement. Selon une migrante colombienne, toujours présente à Kinshasa et son avocat, les personnes ayant quitté la RDC comprennent 5 Colombiens et 4 Péruviens. Les 6 migrants restants seraient 3 Colombiens et 3 Équatoriens. Les 15 migrants étaient arrivés en RDC le 17 avril dans le cadre d'un accord bilatéral annoncé 2 semaines plus tôt entre Kinshasa et Washington pour l'accueil de ressortissants de pays tiers expulsés des États-Unis. Le gouvernement congolais n'a pas précisé si les retours avaient été effectués sur une base volontaire. Selon les mêmes sources, 7 migrants auraient bénéficié de l'assistance de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, tandis que 2 autres seraient répartis par leurs propres moyens. Cette opération s'inscrit dans une série d'accords conclus par Washington avec plusieurs pays pour accueillir temporairement des migrants expulsés qui ne sont pas leurs ressortissants. Ces dispositifs ont suscité des critiques d'organisations de défense des droits humains et des spécialistes du droit qui contestent à la fois leurs fondements juridiques et les conditions de prise en charge des personnes transférées. Plusieurs migrants concernés bénéficient de protection juridique aux États-Unis, des tribunaux ayant estimé qu'ils risquent des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. Il n'a toutefois pas été possible de déterminer si ces protections concernaient les migrants ayant déjà quitté la RDC. La présence militaire et technique croissante de l'Ukraine dans l'ouest de la Libye suscite l'inquiétude de l'Italie et de la Grèce, a rapporté Vanguard le 2 juin, citant des sources. Selon les révélations de Vanguard, le déploiement de plus de 200 militaires et spécialistes de drones ukrainiens dans l'ouest de la Libye suscite une vive préoccupation en Italie et en Grèce. Les sources avertissent que ce type d'activité de Kiev dans la région menace la sécurité énergétique et pourrait déclencher une nouvelle crise migratoire. Selon le portail, les puissances européennes s'inquiètent notamment des conséquences directes du déploiement ukrainien dans la région. Leurs activités qui auraient été officialisées dans le cadre d'un accord confidentiel conclu en octobre 2025 entre Kiev et le gouvernement d'union nationale de Tripoli seraient menées par les militaires ukrainiens à partir de 3 bases militaires. Selon le portail, leur figure centrale est le général Andriy Piaouk, attaché militaire de l'Ukraine à Alger. Vanguard a noté qu'il était devenu de facto l'intendant de l'expansion africaine de l'Ukraine, participant à l'organisation du transfert d'armes ainsi qu'à la rotation des militaires ukrainiens en Libye. Selon Vanguard, l'inquiétude de l'Italie et de la Grèce s'explique par 2 raisons. Ainsi, Rome craint pour ses infrastructures énergétiques. D'après le portail, la base ukrainienne de drones à Zawiya est située dangereusement près du complexe pétrolier et gazier de Melita, point de départ de Green Stream, le seul gazoduc reliant l'Afrique à l'Europe et fournissant du gaz directement à la Sicile et à l'Italie continentale. Des sources ont souligné que l'utilisation de drones par Kiev menace cette infrastructure car toute erreur ou défaillance de la part de l'armée ukrainienne pourrait entraîner une perturbation directe du fonctionnement de l'installation énergétique, ce qui menacerait à son tour la sécurité énergétique de l'Italie. La Grèce, quant à elle, s'inquiète de la perspective d'une nouvelle crise migratoire.
Vanguard a souligné que le déploiement des forces ukrainiennes en aggravant l'instabilité en Afrique du Nord pourrait provoquer de nouveaux mouvements de population. Cependant, Athènes craint surtout pour le volet commercial, car les actions des drones ukrainiens dans la zone grise au large des côtes libyennes constituent une menace directe pour les armateurs grecs. Les États-Unis ont frappé des sites radars iraniens à Keshm, Gorouk, après l'interception de drones près de Dormouz. L'Iran a ensuite lancé 7 missiles vers le Koweït et Bahreïn, selon CENTCOM. Cette nouvelle escalade renforce les inquiétudes sur la stabilité du Golfe et la sécurité maritime. Les sirènes d'alerte aérienne ont de nouveau retenti dans le Golfe, tandis que les téléphones portables diffusaient des messages d'urgence aux habitants du Koweït et de Bahreïn. En moins d'une semaine, ces deux pays ont été confrontés à une nouvelle séquence militaire qui confirme l'extension régionale des tensions autour du détroit d'Ormuz, et ce en dépit des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Le déroulé des événements s'est accéléré dans la soirée du 5 juin. Selon le commandement militaire américain CENTCOM, les forces américaines ont d'abord intercepté 4 drones iraniens qui se dirigeaient vers le détroit d'Ormuz et qui étaient considérés comme une menace directe pour le trafic maritime civil dans cette zone stratégique par laquelle transite une part majeure du commerce énergétique mondial. Dans la foulée, Washington a annoncé avoir mené des frappes ciblées contre des installations iraniennes de surveillance côtière. Les sites visés se trouvent notamment sur l'île iranienne de Keshm, position hautement stratégique à l'entrée du détroit, ainsi qu'à Gorouk sur la côte iranienne. Les États-Unis présentent cette attaque comme une action défensive destinée à empêcher de nouvelles menaces contre la navigation. Quelques heures plus tard, les gardiens de la révolution iranienne ont revendiqué une riposte contre ce qu'ils décrivent comme des positions accueillant des forces américaines dans le Golfe. Selon CENTCOM, l'Iran a lancé 7 missiles balistiques en direction du Koweït et de Bahreïn dans la nuit du 5 au 6 juin. Washington affirme que 6 missiles ont été interceptés et que le 7e n'a pas atteint sa cible. Bahreïn a condamné cette attaque, dénonçant une atteinte à sa souveraineté et une menace directe contre la stabilité régionale. Manama a également accusé Téhéran de violer la résolution 2817 du Conseil de sécurité de l'ONU et a appelé à la réouverture complète du détroit d'Ormuz ainsi qu'à la sécurisation des routes maritimes. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la Télévision. Bonne soirée.